Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à l'Académie des sciences, bienvenue à l'Institut de France. Je suis Pascal Cossard, l'un des deux secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences. Je suis aussi professeur à l'Institut Pasteur. Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir pour cette séance exceptionnelle sur le coronavirus et la maladie Covid-19. Nous avions organisé le 10 mars, dans la grande salle des séances à l'Académie des sciences, une séance spéciale coronavirus. Cette séance avait beaucoup plu, elle avait informé et elle avait alerté. Aujourd'hui, à quelques jours du déconfinement, et sur la suggestion d'Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, de Xavier Darcos, le chancelier de l'Institut de France, et de Jean-François Bach, mon prédécesseur, nous avons souhaité organiser une séance tout à fait exceptionnelle sur le coronavirus et la maladie Covid-19. Nous souhaitons, pendant cette séance, faire le point sur les aspects de cette maladie qui vous intéressent particulièrement et qui nous interpellent, à savoir les tests, les vaccins, les médicaments, l'épidémie française par rapport aux épidémies européennes, le traçage et la santé publique. Nous avons invité 6 experts qui ont immédiatement accepté d'intervenir lorsque nous les avons invités. Nous sommes particulièrement heureux d'avoir la possibilité d'organiser cette séance aujourd'hui. Mais avant de vous présenter ces orateurs, j'aimais profiter de l'occasion de cette séance pour vous informer que nous avons créé il y a quelques semaines à l'Académie des sciences une cellule de crise coronavirus qui s'est donnée pour but de répondre, réagir et informer. Cette cellule a travaillé de façon extrêmement efficace pour, en premier lieu, établir des fiches sur les différents aspects de cette maladie, fiches que nous avons appelées fiches d'experts. Ces fiches ont été mises sur le site de l'Académie des sciences, le site web de l'Académie des sciences, en début de semaine. Ces fiches d'experts vont être converties en fiches grand public par le service de la communication de l'Académie des sciences, que je remercie vivement, et 2 d'entre elles sont déjà sur le site et je vous encourage fortement à aller les consulter. Revenons à notre séance virtuelle d'aujourd'hui, une grande première à l'Académie. Jamais Colbert, en 1666, lorsqu'il a créé l'Académie des sciences, n'aurait imaginé ce type de séance à l'Académie des sciences. Cette séance présente beaucoup d'avantages, elle présente des inconvénients. Vous n'aurez pas la possibilité d'interpeller les orateurs à la fin de leur prestation. Vous n'aurez pas la possibilité de leur poser vos questions. Vous pourrez le faire simplement par email, comme c'est indiqué sur le site de l'Académie. Cette séance a pour but de faire le point sur 6 sujets différents et je suis vraiment heureuse d'avoir pu rassembler de réels experts dans le domaine. Pour les tests, Olivier Schwartz, professeur à l'Institut Pasteur et directeur de l'unité Virus et Immunité. Pour les médicaments, Patrick Couvreur, académicien, professeur et actuellement président de l'Académie de pharmacie. Pour les vaccins, Frédéric Tangy, chef du laboratoire d'innovation et vaccins à l'Institut Pasteur. Pour les épidémies en Europe, Dominique Costagliola, académicienne, épidémiologiste, directrice de recherche à l'INSERM. Pour le traçage, Olivier Faugeras, académicien, directeur de recherche à l'INRIA. Pour la santé publique, Arnaud Fontanet, professeur à l'Institut Pasteur et directeur du département de santé globale. Je pense que nous allons passer un excellent moment ensemble et je vais sans plus tarder laisser la place à Olivier Schwartz. Olivier, professeur à l'Institut Pasteur. C'est un grand spécialiste de la biologie cellulaire, du virus HIV et aussi du virus Zika. Depuis le début de l'épidémie coronavirus, il passe de longues, très longues journées sur le Covid-19. Olivier, c'est à toi. Bonjour, permettez-moi de me présenter. Je dirige l'unité Virus et Immunité à l'Institut Pasteur. Nous étudions les mécanismes de multiplication des virus pathogènes dangereux pour l'homme, HIV, Zika, Chikungunya et plus récemment, bien sûr, le coronavirus.
Nous cherchons à comprendre les mécanismes de multiplication du virus, d'entrée dans la cellule, la réaction du système immunitaire. Il s'agit donc de recherches fondamentales, mais nous utilisons également notre savoir-faire pour mettre au point, par exemple, des tests de diagnostic sérologique du coronavirus, et j'y reviendrai dans un instant. Alors l'objet de mon propos aujourd'hui est de faire le point sur les tests de diagnostic du coronavirus. Vous voyez ici le plan de mon exposé. Je dirai quelques mots brefs sur les tests dits virologiques, mais je parlerai essentiellement des tests sérologiques, donc qui permettent de détecter les anticorps dans le sang des personnes qui ont rencontré le virus. Alors commençons par les tests virologiques. Ce sont les tests dits PCR. Il consiste à faire un prélèvement par écouvillonnage nasal ou oropharyngé et donc de rechercher le virus ou plus exactement le matériel viral, c'est-à-dire l'ARN, le patrimoine génétique du virus qui est représenté ici sur ce petit schéma. C'est donc l'intérieur de la particule virale, le petit zigzag orange. Ces tests permettent donc de dire à un instant T si une personne a du virus dans son organisme et est donc infectée de façon productive. Donc ça, c'est un test qui permet de faire un diagnostic précis à un instant T. Les tests de deuxième catégorie, les tests sérologiques, eux, permettent de savoir a posteriori si une personne a été infectée. Donc je vais vous parler des différents types de tests disponibles, les tests d'anticorps et les tests dits de neutralisation. Ensuite, on parlera de la corrélation entre ces différents tests et de l'utilisation de ces tests et quelle est leur utilité pour la recherche ou pour le diagnostic. Alors, commençons par les tests dits de dosage d'anticorps. Donc, ce sont des tests qui permettent de déterminer si une personne possède des anticorps contre le coronavirus. Ces anticorps peuvent être dirigés contre différentes protéines du virus, mais ils visent à reconnaître essentiellement la protéine de spicule, la spike, donc qui est la protéine à la surface de la particule virale qui permet au virus de fusionner et d'entrer dans la cellule. Ils reconnaissent également la protéine N, la nucléoprotéine que vous voyez représentée sur ce schéma. Alors lorsque nous avons commencé ces recherches à l'Institut Pasteur, ces mises au point de tests, il n'y avait pas encore de tests commerciaux disponibles à grande échelle et il nous a semblé important de mettre au point nos propres tests. Et donc on a utilisé différentes techniques. Je ne vais pas rentrer précisément dans les détails, mais il y a des tests dits ELISA qui sont des tests classiques qu'on peut utiliser dans des laboratoires de ville et des tests plus sophistiqués qui sont utilisés à des visées de recherche et je vais y revenir dans un instant. Avec ces tests, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut déterminer leur fiabilité. Leur fiabilité, ça veut dire leur capacité à reconnaître un échantillon lorsqu'il est positif, c'est-à-dire leur sensibilité, et donc à éviter que ces tests aient un taux de faux négatif trop important. Il est important également de définir la spécificité des tests, c'est-à-dire la capacité à ne pas générer de faux positifs. Et donc, l'ensemble des tests que nous avons utilisés ont des spécificités, des sensibilités différentes, mais il faut savoir que pour les tests disponibles sur le marché et pour les nôtres, le but c'est d'avoir des tests spécifiques à au moins ou environ 99% et sensibles également à 99%. Donc nous avons mis au point ces tests et nous les avons utilisés sur différents types d'individus. Nous avons d'abord vérifié en utilisant des cohortes de personnes dites pré-épidémiques, c'est-à-dire avant l'arrivée du virus, qu'il n'y avait pas de faux positifs et c'est exactement le cas. Donc ça veut dire que nos tests ne croisent pas, ne détectent pas des anticorps qui pourraient être générés contre d'autres coronavirus qui circulent, qui peuvent circuler. Vous savez qu'il y a 7 coronavirus différents qui peuvent infecter l'homme. Certains ne sont pas dangereux ou sont peu dangereux, ce sont les coronavirus qui causent de simples rhumes, et d'autres sont plus dangereux comme le SARS coronavirus 1, le MERS ou le SARS coronavirus 2. Donc nos tests sont spécifiques et donc ne détectent pas des anticorps contre les autres coronavirus. On a également utilisé nos tests sur des individus hospitalisés en collaboration avec l'hôpital Bichat et l'INSERM et donc le service de virologie de cet hôpital. Et on a pu observer, par exemple, que chez les personnes hospitalisées, le taux d'anticorps augmente au cours du temps, est détectable dès J5 à J7
après l'apparition des signes cliniques et il y a une corrélation entre la sévérité de l'infection et l'apparition ou le taux d'anticorps présent. C'est-à-dire plus l'infection est sévère, plus l'organisme va probablement produire du virus et plus la personne va réagir et donc produire des anticorps contre ce virus. On a également pu observer que chez les personnes plus âgées, le taux d'anticorps produit peut être inférieur. Et donc maintenant, il y a beaucoup de questions pour comprendre le rôle de ces anticorps et je vais y revenir dans un instant. On a également utilisé nos tests sur des cohortes de personnes infectés mais non hospitalisés, donc présentant très peu de signes cliniques. Donc ce sont des individus dits paucisymptomatiques. Et ça a été fait en collaboration avec différents épidémiologistes de l'Institut Pasteur, en particulier l'équipe d'Arnaud Fontanier. Et donc on a pu ainsi déterminer dans l'Oise le taux de prévalence, la séroprévalence, donc le pourcentage de personnes qui ont développé des anticorps et donc qui ont rencontré le virus à un instant ou à un autre. L'intérêt des tests sérologiques, c'est qu'une fois qu'on est infecté, qu'on a éliminé le virus, eh bien les anticorps persistent et tout l'objet est de comprendre quelle est la durée de cette persistance. On a également utilisé nos tests sur des donneurs de sang. Les donneurs de sang sont a priori asymptomatiques puisqu'ils sont sélectionnés pour ne pas avoir présenté de signes pendant les semaines présentant leur don. Et donc on a pu observer dans l'Oise qu'il y a environ 3% des donneurs de sang qui ont des anticorps. Ça c'était au mois de mars et donc ça nous permet là encore d'évaluer la circulation du virus dans différentes populations. Donc ces tests sont très utiles, ils sont fiables, ils sont calibrés, donc ce sont des tests essentiellement à visée de recherche. Il y a également de nombreux tests commerciaux qui sont disponibles et le rôle du CNR, du Centre national de référence de l'Institut Pasteur, mais également celui qui est présent à Lyon, a été de valider les tests commerciaux disponibles. Il y en a plusieurs dizaines qui sont sur le marché à des phases différentes de commercialisation et beaucoup de ces tests ne sont pas fiables, présentent des défauts de sensibilité, de spécificité. Heureusement, il y en a qui sont très fiables et donc c'est ceux-là que les différents CNR ont pu valider et ces tests peuvent être utilisés maintenant dans d'autres laboratoires en ville ou en hôpital. Donc ça, c'était la première catégorie de tests, ce sont les tests sérologiques de détection d'anticorps. Quelques mots maintenant sur les tests de neutralisation. Il est important de savoir si les anticorps qui sont produits par l'organisme ont une activité protectrice, c'est-à-dire neutralisante. Et donc pour mesurer ce paramètre, il y a différents de tests disponibles, là encore. Il y a les tests de neutralisation classiques, donc qui sont faits en culture cellulaire. On prend des cellules, on prend du virus infectieux, donc on incube, on mélange le virus et les anticorps et on regarde si les anticorps peuvent bloquer l'infection. Ces tests sont lourds à mettre en place parce qu'il faut en particulier les faire dans des laboratoires de protection 3 puisqu'on manipule du vrai virus infectieux, mais ils donnent des résultats très intéressants. Nous avons également développé des tests dits de pseudo-virus, donc là on utilise non pas du vrai virus, mais un virus en un seul cycle, qui n'est pas infectieux, qui est un virus d'une autre espèce sur lequel on a greffé la protéine de spicule et donc on peut là encore mélanger les anticorps avec ces pseudovirus. Lorsque la cellule va être infectée, là il y a un signal qui va être généré, lumineux ou luminescent et donc on peut mesurer ce signal. Et donc ce test a été mis au point ici à l'Institut Pasteur, en particulier par l'équipe de Pierre Charnot et donc peut être maintenant également utilisé à grande échelle. Il y a de nombreux articles qui décrivent l'utilisation de ce type de test pour là encore déterminer le niveau de neutralisation qui est présent chez un individu. Notre objectif maintenant est d'établir des corrélations entre ces différents tests. Qu'est-ce que ça veut dire si on a des anticorps? Qu'est-ce que ça veut dire si on a des anticorps neutralisants? Ce qu'on a pu observer déjà, c'est que chez les individus qui ont des anticorps, lorsque ces anticorps atteignent un certain niveau, eh bien, il y a une activité neutralisante associée. En fait, une personne infectée va générer deux types d'anticorps, des anticorps dits neutralisants et des anticorps dits non neutralisants. Les tests sérologiques mesurent les deux types d'anticorps et les tests de neutralisation s'intéressent plus précisément aux anticorps dits neutralisants.
Donc il y a une corrélation entre le niveau, la quantité d'anticorps et leur qualité chez les individus chez lesquels nous avons fait ces études. Ce qui est important maintenant, c'est de déterminer si cette corrélation existe dans différentes catégories de personnes qui ont rencontré le virus. On a vu que chez les personnes infectées, hospitalisées, il y a des titres importants d'anticorps, très forts. Eh bien, il y a également des titres importants et très forts d'anticorps neutralisants. Chez les personnes qui ont développé des symptômes peu importants, qui n'ont pas été hospitalisées, par exemple, là encore, les taux d'anticorps globaux peuvent être élevés, mais moins élevés que ceux rencontrés chez les personnes hospitalisées, et l'activité neutralisante est plus faible. Enfin, chez les personnes dites asymptomatiques, qui ne présentent pas de symptômes, il semble que les titres d'anticorps à la fois neutralisants ou globaux soient plus faibles. Et tout l'enjeu maintenant vise à répondre à la question suivante: quel est le lien entre la présence d'anticorps neutralisants et la protection de l'individu, d'une part, et la deuxième question importante, c'est quelle est la durée de la présence d'anticorps et de la protection qui peut être rencontrée chez un individu. Alors, pour répondre à la question du lien entre la présence d'anticorps neutralisants et la protection d'un individu, elle n'est pas formellement démontrée, mais on sait que dans d'autres infections, et c'est le principe même de la vaccination, lorsqu'on vaccine contre la rougeole ou contre la grippe, on génère des anticorps neutralisants et ces anticorps sont protecteurs. Un autre argument en faveur d'un lien entre la présence d'anticorps neutralisants et la protection, ce sont des tests qui ont été faits avec des sérums de convalescents. C'est une méthode de traitement, c'est de l'immunothérapie passive. On prélève le sang des individus convalescents, on isole la fraction dite immunoglobuline qu'on peut réinjecter. Donc il y a à mes yeux un lien évident entre la présence d'anticorps neutralisants et une activité protectrice, bien que celle-ci ne soit pas encore formellement démontrée dans le cas de l'infection par coronavirus. Quelle est l'utilisation de ces tests? Ils présentent différentes utilités. La première est la recherche épidémiologique au niveau de population, par exemple au niveau de toute la France. Quelle est la circulation du virus? Combien de personnes ont généré d'anticorps? Qu'est-ce qui se passe chez différentes catégories de personnes? Chez les enfants, les adolescents, les adultes, les personnes âgées, les personnels soignants par exemple. Un autre point important, c'est la compréhension de la physiopathologie de l'infection et de la réponse du système immunitaire. Quel est le rôle des anticorps dans la protection, sachant qu'il y a d'autres types d'immunité, l'immunité innée, l'immunité cellulaire, et comment ces différents types d'immunité se combinent pour protéger ou pas un individu qui a rencontré le virus. Troisième point d'intérêt pour ces tests, la recherche vaccinale. Il y a de nombreux candidats vaccins, Frédéric Tangy va vous en parler dans un instant, et donc il faudra évaluer chez les volontaires qui ont reçu le vaccin le niveau d'anticorps et le niveau d'anticorps neutralisants qui est présent chez ces individus. Enfin, qu'en est-il de l'utilisation de ces tests pour un diagnostic individuel? Déterminer si une personne qui a des anticorps et donc a déjà rencontré le virus et du coup peut retourner travailler. Pour l'instant, la Haute Autorité de Santé a émis récemment un avis indiquant que ces tests ne peuvent pas être utilisés à cette fin tant qu'on n'a pas formellement démontré un lien entre la présence d'anticorps et la protection. Mais comme je vous le disais, la recherche actuelle vise justement à établir ce lien et peut-être que si ce lien est établi, ces tests pourront être utilisés à visée diagnostique individuelle. Merci pour votre attention. Merci Olivier. Merci de cet excellent exposé qui a bien fait le point sur la puissance de ces tests PCR et des tests sérologiques. Il fait aussi le point sur les incertitudes qui restent à éclaircir. Notre orateur suivant est notre confrère Patrick Couvreur, actuellement président de l'Académie de pharmacie, membre de la cellule de crise, qui va nous expliquer quels sont les médicaments qui ont leur chance de marcher et pourquoi. Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, nous allons voir au niveau de ce petit exposé quelles sont les différentes stratégies médicamenteuses que l'on peut suivre pour éventuellement lutter contre l'infection à Covid-19. Alors, il y a deux étapes, peut-on dire, dans la maladie. Eh bien, les médicaments
vont agir précisément au niveau de ces deux étapes de la maladie, soit au niveau de l'infection virale proprement dite, soit au niveau de la réaction inflammatoire paradoxale, qui est en fait associée avec une tempête cytokinique. Alors, la stratégie qui va être utilisée au niveau des essais cliniques est en fait une stratégie d'urgence. Il s'agira en fait d'utiliser des médicaments qui ont déjà l'autorisation de mise sur le marché, donc qui ont suivi déjà toute une série d'étapes toxicologiques et pharmacologiques, qui sont indiqués pour d'autres pathologies, et l'objectif est de voir s'ils ne pourraient pas avoir une activité sur Covid-19. Ça permet évidemment d'aller beaucoup plus vite au niveau des essais cliniques. Alors, il y a tout d'abord les médicaments, comme je vous le disais, qui agissent directement au niveau du cycle viral. Alors, quels sont les cibles? Bien, il faut voir les différentes étapes que va utiliser le virus pour infecter la cellule. Et la première étape, comme vous le voyez sur cette diapositive, c'est en fait l'entrée du virus au niveau de la cellule. Et pour pouvoir entrer, eh bien, ce virus va devoir reconnaître des récepteurs qui sont localisés à la surface de la membrane cellulaire. Par exemple, ACE2. Eh bien, on peut utiliser des anticorps monoclonaux qui vont en fait bloquer les spicules viraux, c'est-à-dire les éléments qui vont permettre de reconnaître ces récepteurs. Il y a aussi le camostat mésylate qui, lui, va agir plutôt sur une protéine qui est indispensable, là aussi, à l'infection virale. Donc ça, ce sont deux cibles au niveau de l'entrée du virus dans la cellule. Ensuite, si le virus rentre dans la cellule, eh bien, il va se retrouver dans ce que l'on appelle des vacuoles intracellulaires, et ces vacuoles sont caractérisées par un pH acide. Et le virus, pour pouvoir infecter la cellule, eh bien, il a besoin de ce pH acide pour déverser en particulier son matériel génétique au niveau du cytoplasme cellulaire. Alors, on a là une nouvelle cible qui va être utilisée par l'hydroxychloroquine, qui va en fait augmenter le pH de ces vacuoles intracellulaires pour empêcher finalement le virus de s'échapper de ces vacuoles. Alors, l'étape suivante, vous le voyez, c'est l'ARN viral qui va se traduire en protéines, comme vous le voyez en vert à ce niveau-ci. Alors, il est absolument nécessaire que ces protéines soient hydrolysées par des protéases. Et on a pour faire des petits peptides qui vont permettre de reconstruire ultérieurement la membrane virale. Eh bien, on a là une nouvelle cible pour des médicaments antiviraux que sont par exemple le lopinavir ou le ritonavir ou l'association des deux. Eh bien, ça va empêcher donc la production de ces petits peptides nécessaires à la reconstruction du virus. Alors, au niveau du complexe de réplication, eh bien, on a également une enzyme qui est la RNA polymérase et qui va être la cible d'une autre molécule antivirale qui est le remdesivir. Ensuite, eh bien, le virus, vous le voyez, va se reconstruire. Il y aura une étape que l'on appelle l'étape de packaging. Le virus se refait à l'intérieur de la cellule et puis il va sortir de la cellule pour éventuellement aller infecter d'autres cellules et se multiplier. Alors, voyons un petit peu plus dans le détail quels sont les médicaments qui agissent directement sur le virus et comment ils agissent. Alors, je vous l'ai dit, il y a tout d'abord les anticorps. On peut par exemple aussi utiliser des anticorps qui sont issus de patients convalescents du Covid-19 et qui vont être utiles pour lutter contre la maladie. Alors, il y a d'ailleurs un essai clinique qui va dans ce sens et qui est promu par l'APHP. Deuxième molécule qui va agir au niveau de l'entrée du virus, c'est le camostat mésylate qui est prescrit en particulier dans les traitements des pancréatites. Donc, c'est encore une fois un médicament qui a reçu son autorisation de mise sur le marché pour cette indication, mais il semblerait qu'il inhibe également la protéine TMPP-SS2 qui est impliquée dans l'infection virale.
Et puis il y a évidemment l'hydroxychloroquine, en association éventuelle avec l'azithromycine, qui est un antibiotique. Il faut savoir que de très nombreux essais ont été réalisés en utilisant l'hydroxychloroquine, mais beaucoup d'entre eux sont controversés. Il y a bien entendu les essais qui ont été réalisés par le professeur Raoul à Marseille, qui sembleraient réduire la charge virale, mais malgré tout chez des patients qui sont plutôt jeunes et surtout qui ont des signes cliniques faibles à modérés. Et en fait, ces patients, normalement, la très grande majorité d'entre eux va évoluer naturellement vers la guérison sans traitement, sans hydroxychloroquine. Et c'est pour cela que, normalement, pour ces essais, eh bien, il faudrait ce que l'on appelle un groupe contrôle, un groupe placebo. Et en fait, ces essais n'ont pas été faits comparativement à un groupe placebo. Et c'est une des raisons pour laquelle ils sont controversés. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a un essai randomisé aux États-Unis qui montre au contraire une évolution défavorable de la maladie chez des patients traités par l'hydroxychloroquine, dont vous avez d'ailleurs la formule au bas de cette diapositive. Autres médicaments antiviraux qui agissent directement sur le cycle viral, c'est le remdesivir. En fait, c'est un analogue nucléosidique dont vous avez également la formule chimique ici sur la gauche. Il inhibe la RNA polymérase et perturbe ainsi, cette molécule perturbe ainsi, la production de l'ARN viral. En préclinique, il y a déjà eu des résultats intéressants sur l'infection à SARS et à MERS. Et en clinique, cette molécule a été testée pour traiter des infections par le virus Ebola. Mais malheureusement, avec une efficacité relativement modeste, relativement réduite. Alors, sur le Covid-19, eh bien, il y a un essai clinique américain avec plus de 1000 patients qui montre en fait une récupération plus rapide des patients traités par rapport là à des patients qui ont reçu un placebo. Malheureusement, un essai chinois qui a été publié dans le Lancet ne montre aucun bénéfice significatif et vous savez que le remdesivir sera un bras de l'essai Discovery. Alors, il y a l'association aussi lopinavir, ritonavir, qui sont en fait des inhibiteurs de protéases, dont vous avez également la formule chimique, et qui en fait vont inhiber les protéines et les enzymes qui sont nécessaires à la réplication du virus. Alors, malheureusement, le lopinavir, vous le savez, est rapidement métabolisé par le cytochrome P450, ce qui nécessite d'administrer des doses importantes avec des effets secondaires qui ne sont pas négligeables. Et c'est la raison pour laquelle on administre ce médicament en association avec le ritonavir, parce que celui-ci est aussi une antiprotéase, mais il va en diminuer la métabolisation. Et donc, on peut administrer moins de lopinavir avec moins d'effets secondaires, moins de toxicité. Alors, là aussi, en préclinique, on a eu des activités antivirales tout à fait significatives. Et en clinique, malheureusement, eh bien, on n'a pas d'activité significative sur des patients infectés par SARS et MERS au cours de publications qui ont été faites il y a quelque temps. Et sur Covid-19, eh bien, l'association lopinavir-ritonavir n'a pas montré non plus d'efficacité sur des cas sévères. C'est un essai chinois assez complet qui a été publié dans le New England Journal of Medicine. Alors, il y a bien entendu l'interféron. L'interféron, vous le savez, surtout l'interféron bêta, c'est une glycoprotéine recombinante qui a une activité antivirale, mais aussi immunorégulatrice. Malheureusement, le mécanisme d'action de cette molécule n'est pas encore clairement élucidé. Alors, en préclinique, eh bien, l'interféron bêta a montré une activité antivirale significative contre MERS-CoV dans un modèle de primates.
En général, l'interféron est beaucoup plus efficace avec des petites molécules antivirales, en association avec des petites molécules antivirales. Et l'interféron constitue d'ailleurs l'un des bras de l'essai Discovery, en association avec les antiprotéases dont je vous ai parlé tout à l'heure, lopinavir, ritonavir. Alors, par contre, l'efficacité dans le cas de patients en fin de maladie pose question parce que cette molécule a de nombreux effets secondaires et son activité dans le contexte d'un orage cytokinique reste incertaine avec des risques importants de toxicité ou même c'est une molécule qui pourrait être contre-productive dans le cadre d'un orage cytokinique. Alors maintenant, il y a les médicaments qui agissent précisément sur la réaction immunitaire paradoxale et sur la tempête cytokinique. Ce sont les anticorps anti-cytokines, comme le tocilizumab, qui bloque le récepteur de l'interleukine 6. Plusieurs essais cliniques ont été réalisés avec des résultats, des signes qui sont quand même prometteurs, notamment un essai clinique qui a été publié par une équipe chinoise dans Lancet, qui est limité certes à 20 patients, mais 75% de ces patients ont réduit leur consommation d'oxygène, avec aussi en imagerie une réduction importante de l'opacité des lésions pulmonaires. Alors, il faut savoir qu'un essai est conduit actuellement par la PHP en utilisant des anticorps là aussi dirigés contre l'interleukine 6. Les premiers résultats semblent montrer un effet protecteur sur la moitié d'une petite cohorte de patients qui sont atteints de la forme grave, par contre, de l'infection. Alors, en résumé, que peut-on dire? Eh bien, malheureusement qu'actuellement, il n'y a pas encore de médicaments approuvés clairement pour une indication contre le traitement de l'infection à Covid-19. Mais vous voyez qu'il y a un certain nombre de pistes et on peut être relativement optimiste en espérant que dans les prochains mois, on puisse avoir, dans tous les cas, un médicament contre cette pandémie. Merci pour votre attention. Merci Patrick pour cet exposé très clair sur les cibles des médicaments et pourquoi ils ont des chances d'être utilisables immédiatement. L'orateur suivant est Frédéric Tangy, un très grand spécialiste de la vaccinologie à l'Institut Pasteur. Frédéric est à l'heure actuelle en train de mettre au point un vaccin contre le coronavirus. Bonjour, je suis Frédéric Tangy, responsable du laboratoire d'innovation vaccinale à l'Institut Pasteur. Je vais vous parler du développement d'un vaccin contre le Covid-19 et pour ça je vais d'abord vous présenter d'une manière générale comment on fabrique un vaccin, quels sont les délais de développement d'un vaccin habituellement. Ensuite je vais vous décrire précisément pour le vaccin Covid-19 les stratégies qui sont en cours et je terminerai par la stratégie que nous développons à l'Institut Pasteur. Donc sur la première diapositive, vous voyez que les vaccins, on considère que c'est l'héritage de Jenner et Pasteur. Un vaccin, ça consiste à comprendre la maladie, quelle est sa transmission et quelle est sa protection. Ensuite, isoler l'agent responsable et ensuite, à partir de là, concevoir un produit qui sera sûr, efficace, facile à manufacturer industriellement et à délivrer à faible coût dans le monde entier. Alors Jenner, c'est le médecin qui a inoculé au XVIIIe siècle empiriquement le virus de la vaccine, c'est-à-dire la variole des vaches, aux hommes pour les protéger de la variole. Et Pasteur, un siècle plus tard, c'est le chimiste de l'école normale, l'école normale supérieure, qui a développé les technologies d'inactivation des microbes pour développer des vaccins. Vous voyez sur la partie numéro 2 de cette diapositive que les vaccins viraux contre les virus et qui sont en usage actuellement chez l'homme, donc on appelle ça des vaccins licenciés, les vaccins qu'on donne aux enfants tous les ans, sont de 3 catégories, les virus atténués, les virus tués ou inactivés et les vaccins sous forme de pseudo-particules. Les virus atténués, vous voyez, c'est les plus nombreux, la variole, la rage, la fièvre jaune, la poliomyélite, la rougeole, les oreillons, la rubéole, la varicelle. Ce sont donc des virus qui ont été atténués par passage successif en culture cellulaire et qui ont donné naissance à un virus non pathogène qui induit les réponses immunitaires nécessaires à la protection. Les virus inactivés, par exemple le poliovirus injectable, l'hépatite A, la grippe, le vaccin grippal est un vaccin inactivé, consiste aussi à cultiver les virus, puis ensuite les inactiver par une méthode chimique.
Les pseudoparticules, ce sont des vaccins qui sont basés sur une séquence génétique d'une partie d'un virus, ici l'hépatite B ou le papillomavirus humain, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Et donc on utilise une partie du virus qui est capable, lorsqu'elle est exprimée dans une cellule mammifère ou dans une levure, de reproduire des particules virales parce que l'antigène, la protéine exprimée par ce gène, s'auto-assemble tout seul sous forme de particules. Enfin, les nouvelles technologies, dont nous allons dire un mot tout à l'heure pour les vaccins contre le Covid-19, qui sont donc les vaccins à ADN, à ARN messager, ou qui utilisent des vecteurs viraux, les nouveaux adjuvants, la façon de faire des protéines recombinantes et les particules virales pseudotypes. Alors, la troisième partie de cette première diapositive, ce sont les étapes habituelles du développement d'un vaccin qui sont décrites. Vous voyez que j'ai mis une échelle de 8 ans, c'est une moyenne, parce que ça peut aller de 6 ans à 15 ans, voire plus. Vous avez donc ça se partage entre la recherche académique, qui consiste à inventer le vaccin, développer l'antigène, le tester, la recherche préclinique qui consiste à tester dans des modèles animaux à la fois l'innocuité et l'efficacité du vaccin, puis les essais cliniques qui se partagent entre la phase 1, 2 et 3. La phase 1 consiste à tester l'innocuité, la tolérance, la tolérabilité du produit, chez un groupe en général moins d'une centaine de volontaires. La phase 2 consiste à reproduire sur un plus grand échantillon ces essais de sûreté et en même temps mesurer les réponses immunitaires induites par le vaccin. Et la phase 3, ce sont l'essai d'efficacité sur un plus grand nombre, entre 3 000 et 10 000, 20 000 volontaires, qui consiste à mesurer l'efficacité du vaccin à protéger contre la maladie. Lorsque le vaccin est terminé, il est mis sur le marché et démarre alors une étape de pharmacovigilance qui va consister à mesurer la non-toxicité de ce vaccin sur un très grand nombre d'individus, 100 000 individus. Tout au long du processus, la fabrication industrielle se développe à partir des travaux de laboratoire et la mise en place d'un procédé de fabrication agréé, certifié, qui va permettre de produire un produit qui va être non toxique pour l'homme. Alors ce développement de 8 ans, si on prend un exemple, ne serait-ce que l'exemple du sida, ça fait 30 ans qu'on fait de la recherche contre un vaccin contre le sida, il n'existe toujours pas. De la même manière, le vaccin contre la dengue aussi a été très très long à développer. Alors si nous passons maintenant à l'immunité contre le SARS coronavirus 2, responsable de la pandémie de Covid que nous subissons actuellement. Donc ce sont des figures que j'ai prises d'un article de Nature qui a été récemment paru, récemment publié. Vous voyez donc que le coronavirus, donc entouré de cette couronne de la protéine de spicule, qui est l'antigène majeur du virus, représenté en rouge, qui permet l'interaction avec le récepteur ACE2, qui permet l'entrée dans les cellules. Et naturellement, ça sera considéré comme l'antigène majeur, parce que si on est capable d'induire des anticorps neutralisants contre cette protéine, on va empêcher le virus d'entrer dans les cellules. Ensuite, quand on sort de la cellule, le virus est produit. Vous voyez la réponse immunitaire sur le bas de l'image. Une cellule présentatrice d'antigènes, c'est-à-dire un macrophage, une cellule dendritique ou d'autres monocytes, vont être capables de digérer les antigènes du virus et de les présenter sous forme de peptides aux cellules T, aux cellules B, pour générer donc les réponses anticorps. Les cellules B vont maturer en plasmocytes qui vont libérer les anticorps et les cellules T vont donner les cellules cytotoxiques qui vont induire des cellules capables de tuer les cellules du corps qui sont infectées par le virus. Naturellement, ces réponses doivent induire une mémoire de long terme basée à la fois sur les cellules B et sur les cellules T. Sur la partie droite de cette diapositive, vous voyez que j'ai indiqué que plus de 90 candidats vaccins sont testés contre le SARS coronavirus 2, donc des vaccins qui sont destinés à présenter à l'organisme un antigène du virus qui ne donnera pas la maladie mais qui provoquera une réponse immunitaire pour protéger d'une infection ultérieure. Alors on voit que 8 types de vaccins sont testés, c'est-à-dire 8 technologies différentes. La première sont des virus inactivés ou atténués. La deuxième sont des vecteurs viraux. Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur viral? C'est utiliser un virus déjà existant qui n'est non pathogène pour l'homme, donc soit c'est un vaccin déjà existant, soit c'est un virus d'une autre espèce, soit c'est un virus qui est capable d'induire une réponse immunitaire. Et à l'intérieur de ce virus, on va exprimer un antigène du coronavirus 2, et en l'occurrence la protéine S, spike, la spicule, pour induire les anticorps contre cette spicule. Ensuite, on a les acides nucléiques ADN ou ARN. Donc les ADN sont des
des molécules d'ADN qui sont testées sous forme de plasmide depuis plus de 20 ans, 25 ans. Donc on injecte directement l'ADN ou formulé avec des adjuvants en espérant que l'ADN soit intégré par les cellules, les présentatrices d'antigènes, et resynthétise elles-mêmes les antigènes. Jusqu'à présent, c'est une technologie qui a donné extrêmement peu de résultats positifs chez l'homme. Une nouvelle technologie consiste à utiliser l'ARN, donc de l'ARN messager. Donc cette fois-ci, on inclut non plus l'ADN, mais l'ARN messager qui va aussi coder pour l'antigène contre lequel on veut immuniser. Et ces ARN sont formulés dans des nanoparticules lipidiques en général. Et donc, quand on injecte ça, ce mélange, les cellules présentatrices d'antigènes sont censées le capter aussi et réexprimer en retour l'antigène. Enfin, on a les techniques de protéines qui vont être utilisées avec des adjuvants, c'est-à-dire qu'on synthétise la protéine elle-même sous forme de protéine recombinante, on la formule avec un adjuvant et on injecte. Vous voyez donc, le graphe du dessous vous montre le nombre de candidats vaccins testés actuellement dans différents laboratoires. Et enfin, tout en bas de la diapositive, vous voyez comment le timeline, c'est-à-dire le temps nécessaire à faire tous ces travaux, a été raccourci. Je vous parlais de 8 ans en moyenne tout à l'heure. Et là, on en est, vous voyez, à moins de 2 ans. Alors comment on fait ça? Eh bien, la recherche académique est raccourcie parce qu'on connaît le coronavirus, on connaît l'antigène. La séquence du coronavirus a été publiée début janvier, donc tout le monde y a eu accès. Donc on a l'antigène. On utilise des plateformes technologiques qui existent déjà, donc ça va très vite. Et les essais cliniques, au lieu d'être étalés dans le temps, chacun leur tour, ils sont rassemblés. Et dès qu'on a fait une phase 1 de sécurité, on peut l'étendre à une phase 2-3 pour mesurer plus largement les réponses immunitaires. Et si on est toujours en situation épidémique à ce moment-là, on peut mesurer l'efficacité protectrice du vaccin. Donc tout ça permet d'aller bien plus vite. Je vais terminer maintenant par donc, la technologie qu'on utilise à l'Institut Pasteur, qui est basée sur le vaccin vivant atténué contre la rougeole. Donc c'est un vecteur viral, c'est une des techniques de vecteur viral. Donc ça veut dire qu'on utilise le vaccin contre la rougeole, donc c'est un excellent vaccin humain. Il est utilisé depuis 40 ans chez l'homme pour protéger de la rougeole, qui est une maladie qui est environ 5 à 10 fois plus contagieuse que le Covid, qui est aussi une maladie respiratoire. C'est un très bon vaccin vivant atténué. Vous voyez que la souche pathogène Edmonstone a été atténuée par 156 passages in vitro sur différents substrats cellulaires pour aboutir à une souche totalement non pathogène et extrêmement efficace sur le plan immunitaire, étant donné qu'une seule petite dose injectée permet d'induire une protection à vie, 95% de protection après une injection, 97% après 2 injections. Naturellement, la sûreté et l'efficacité de ce vaccin a été testée en cours de 40 ans sur 2 à 3 milliards de bébés qui ont été vaccinés, sans jamais aucun effet adverse ni retour vers la pathogénicité. Comme c'est un paramyxovirus ARN négatif, il est extrêmement stable génétiquement, ce qui est un grand avantage pour générer un vaccin. Et il est utilisé dans le monde entier, donc la fabrication industrielle est parfaitement maîtrisée dans tous les pays du monde. Vous voyez la partie gauche inférieure du graphe, l'introduction du vaccin aux États-Unis et le nombre de cas de rougeole qui a dramatiquement réduit dès les premières années d'introduction du vaccin. Et sur la partie droite inférieure de la diapositive, vous voyez le virus, la forme de ce paramyxovirus, la structure du génome et des photographies de microscopie électronique qui vous montrent comment le virus bourgeonne à partir des cellules infectées. Donc qu'est-ce qu'on a fait sur la diapositive suivante? On a développé une plateforme vaccinale à partir de ce vaccin contre la rougeole, c'est-à-dire qu'on a cloné le génome de la souche du virus vaccinal et on a ingénieré ce génome pour pouvoir introduire dedans des antigènes additionnels. Et vous voyez en dessous une liste des différents candidats vaccins à différents stades cliniques de phase 1 jusqu'à phase 3 pour lesquels nous en sommes actuellement. Donc nous avons adapté directement cette plateforme très rapidement, et vous voyez sur la partie droite de la diapositive, pour le vaccin rougeole Covid-19, SARS-CoV-2, depuis janvier 2020 jusqu'à janvier 2021. Et vous voyez qu'on a démarré dès janvier cette année par synthétiser les gènes des antigènes intéressants pour faire un vaccin, qu'on les a insérés dans les vecteurs. On a généré plusieurs types de vecteurs. On a lancé des essais précliniques chez la souris qui sont presque terminés maintenant, qui montrent une très très bonne efficacité de ce vecteur à induire des réponses immunitaires efficaces contre le coronavirus.
Puis, il va y avoir l'étape de fabrication du lot clinique qui va se dérouler au mois de juin et l'essai clinique de phase 1 qui devrait démarrer en France et en Belgique simultanément sur une centaine de volontaires à partir du mois de juillet. Ensuite, au cours de l'été, il va y avoir une fabrication industrielle à grande échelle du vaccin qui va pouvoir permettre de démarrer probablement en octobre des essais cliniques plus larges sur 1000 à 2000 volontaires qui sont des essais de phase 2-3 destinés à tester à très grande échelle la sûreté et l'efficacité. Les résultats de tout ça devraient arriver en janvier-février 2021. Et ensuite, pour la mise à disposition du vaccin, bien entendu, ça dépendra des industriels qui vont le produire. Je vous remercie. Merci Frédéric pour cette présentation superbe. Nous sommes pleins d'espoir et te souhaitons vraiment grand succès dans cette belle aventure. La présentation suivante va être faite par notre consoeur Dominique Cossagliola, directrice de recherche à l'INSERM. Dominique est une très grande épidémiologiste. Elle est aussi membre de la cellule de crise. Elle va nous montrer pourquoi il est vraiment prématuré de comparer les différentes situations dans les différents pays d'Europe. Dominique, c'est à toi. Bonjour. J'ai résumé sur cette diapositive la question sur laquelle porte mon exposé. Peut-on comparer les données des différents pays pour évaluer la qualité de leur gestion de crise? Diapositive suivante. J'ai copié une table que l'on peut trouver sur le site Worldometer qui donne les données pour chacun des pays. Ici, les pays sont classés en fonction du nombre de cas qu'ils ont rapportés depuis le début de l'épidémie. Bien entendu, on ne peut pas comparer les pays en comparant les nombres absolus de cas. Et je vous invite donc à regarder, j'ai encadré en haut à droite, les 4 colonnes qui sont à droite de la table et qui vont donner les nombres de cas par million d'habitants et les nombres de décès par million d'habitants. Les 2 dernières colonnes, c'est le nombre total de tests réalisés depuis le début de l'épidémie et le nombre de tests par million d'habitants. Si on s'intéresse par exemple à la mortalité par million d'habitants, je vous invite à regarder le cadre qui est en bas de la diapositive et qui encadre le nombre de décès par million d'habitants en Belgique. Il est de 692 et c'est le plus élevé pour tous les pays qui sont présentés sur la table. À quoi correspond ce nombre de cas? Eh bien, en Belgique, les cas rapportés correspondent aux décès chez les personnes diagnostiquées Covid à l'hôpital, ainsi qu'aux décès chez les personnes diagnostiquées ou suspectées de Covid dans les EHPAD, et les personnes diagnostiquées ou suspectées de Covid en ville. C'est donc le pays, de tous les pays qui sont présentés sur cette table, qui présente les données les plus exhaustives. Et il y a des débats en Belgique qui disent que, en fait, ces chiffres surestiment la mortalité, et le centre qui est responsable de ces données en Belgique admet que peut-être il surestime un peu la mortalité, mais dit qu'il préfère faire ainsi, car ça lui permet un suivi plus fin d'une situation réelle en Belgique, et ça leur permet mieux de monitorer l'épidémie. Dans d'autres pays, les cas qui sont rapportés, ça a pu évoluer au cours du temps. En France, c'est seulement à partir de mi-mars qu'on a commencé à rajouter les décès en EHPAD. En Angleterre, c'est seulement la semaine dernière. Donc il y a de grandes différences dans la façon de compter les différents pays, et il n'est donc pas raisonnable de comparer ces données brutes. En Allemagne, le centre qui s'occupe des données reconnaît que les données qu'ils produisent sous-estiment par exemple la mortalité liée au Covid dans le pays. On entend souvent dire en France que l'Allemagne gère beaucoup mieux la situation que la France, et c'est vrai que le nombre de cas de décès rapportés par million d'habitants est beaucoup plus bas en Allemagne qu'en France, et que ça s'explique par le nombre de tests par million d'habitants. Je vous invite donc à regarder les 2 derniers cadres que j'ai mis sur cette diapositive, sur la dernière colonne, et qui encadrent le nombre de tests par million d'habitants réalisés en Italie, 37 000, et le nombre de tests réalisés par million d'habitants en Allemagne, qui est de 30 000. Donc plus de tests en Italie qu'en Allemagne, et pourtant le taux de décès par million d'habitants est beaucoup plus élevé en Italie qu'en Allemagne. Ceci illustre le fait qu'il n'est pas possible, en utilisant seulement 2 indicateurs bruts comme cela,
globaux en plus sur toute la période de l'épidémie, pour tirer des conclusions moyennement sérieuses. Et donc, sur la diapositive suivante, j'ai listé finalement un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte quand on veut faire des comparaisons entre pays. On l'a vu, bien entendu, la taille de population, mais aussi la distribution d'âge et de sexe, puisqu'on sait que le risque d'attraper la maladie, comme le risque de faire une forme grave, dépendent de l'âge et du sexe. Le niveau socio-économique. Un autre facteur très important est la densité de population. On imagine bien que le virus a plus de facilité à se répandre dans un pays comme la Belgique, qui a une densité de population de 380 par million d'habitants, que dans un pays comme la Norvège, où c'est 15. Et de la même façon, on observe en France que dans des zones qui ont des grandes concentrations urbaines, avec beaucoup de transports en commun comme la région parisienne, le virus se répand plus facilement que dans des zones moins peuplées, avec moins de transports en commun. Bien entendu, la politique de dépistage, le fait de savoir si on diagnostique uniquement les personnes symptomatiques, ou bien des personnes dès qu'elles présentent des petits symptômes et où que ce soit, et leur contact, et qu'on les isole, on ne va pas avoir le même résultat. Donc la politique de dépistage, son évolution au cours du temps, c'est bien sûr des éléments très importants à prendre en compte pour pouvoir comparer les pays. De la même façon, la circulation du virus est un élément majeur. On voit très bien qu'en France, l'épidémie, elle s'est déclenchée à partir de foyers, en particulier le foyer lié au rassemblement évangélique dans le Grand Est, qui a été un amplificateur de l'épidémie, qui a permis de la transmettre, de la répandre extrêmement activement dans la région, mais dans d'autres régions françaises. Bien sûr, un pays qui a connu un ou plusieurs foyers de ce genre va avoir plus de mal, avoir une circulation plus importante et donc plus de mal à lutter contre l'épidémie qu'un pays dans lequel l'épidémie s'est répandue lentement, mais sans grand foyer multiplicateur. Bien entendu, il faut aussi prendre en compte la prévalence des différentes comorbidités dont on sait qu'elles sont des facteurs de risque de faire une forme grave. L'obésité, le diabète, etc. C'est des éléments très importants quand on va vouloir comparer ce qui se passe dans les différents pays. Et enfin, et bien sûr, l'organisation du système de soins. Pas juste le nombre de lits en réanimation, que d'ailleurs on ne compte pas de la même façon dans tous les pays, encore un chose-trappe auquel il faut faire attention, mais aussi l'organisation de toute la filière de soins, de tout le parcours de soins. Comment est organisé, depuis la médecine de ville jusqu'à l'hôpital, le parcours de soins, est un élément capital pour pouvoir comparer ce qui se passe dans les différents pays. Alors, me direz-vous, il n'est pas possible de faire des comparaisons ? Bien, on peut quand même travailler pour avoir des indicateurs qui soient calculés de la même façon dans les différents pays. Et je vous l'illustre sur un exemple, ici, qui est une comparaison des excès de risque de mortalité en Europe, dans le cadre d'un projet européen auquel la France participe, et qui va utiliser la même méthodologie dans tous les pays. On va regarder la mortalité toute cause et on va comparer les décès qui surviennent cette année aux décès qui sont survenus les années précédentes à la même période. Et on va utiliser la même méthodologie pour quantifier est-ce qu'il y a un excès de risque cette année de décédés par rapport aux années précédentes. Et sur la carte, on représente pour la semaine 22 les excès de risque dans les différents pays. Et on voit qu'il y a un risque qui est extrêmement élevé en France, en Espagne, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Royaume-Uni. Le risque, il est très élevé en Norvège. Le risque, il est élevé en Suisse. Il est modéré en Irlande et au Portugal. Et dans certains pays, comme l'Autriche, comme la Grèce et comme une région d'Allemagne, la seule qui participe au projet, on voit qu'il n'y a pas d'excès de risque. Donc là, on a un indicateur qui est vraiment semblable dans tous les pays, qui prend en compte la mortalité toute cause dans l'ensemble des pays, qui mesure l'excès de la même façon dans tous les pays, et qui permet de voir des différences d'excès de risque de mortalité selon les pays. Mais après, bien entendu, si on veut comparer l'efficacité des mesures, il va falloir prendre en compte tous les autres facteurs dont nous avons parlé pour faire une comparaison
qui tiennent la route et qui puissent être solidement étayés. Donc pour conclure, je pense vous avoir convaincu qu'il est hasardeux de comparer la qualité des mesures de gestion et de contrôle prises dans les différents pays, sauf en utilisant des indicateurs évalués de la même façon, et à ma connaissance pour l'instant, le seul disponible c'est l'excès de mortalité, mais aussi en prenant en compte l'ensemble des facteurs que j'ai listés précédemment. Merci de votre attention. Merci Dominique, c'était très important de montrer qu'il ne faut pas comparer hâtivement des chiffres qui ne peuvent pas être comparés. Un très grand merci Dominique. Nous arrivons à la présentation d'Olivier Faugeras, notre confrère à l'Académie des sciences, directeur de recherche à l'INRIA, c'est-à-dire l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, qui va nous parler du sujet très chaud à l'heure actuelle, la question du traçage. Olivier fait partie de la cellule de crise. Il va nous montrer pourquoi et comment le traçage pourrait contribuer à nous protéger et à nous débarrasser de ce Covid-19. Bonjour, je suis Olivier Faugeras et je voudrais faire avec vous le point sur les applications de traçage numérique dans le but d'éradiquer l'épidémie de Covid-19. Alors nous savons aujourd'hui que l'une des raisons pour lesquelles le Covid-19 se répand si vite est qu'une personne peut être contagieuse pendant plusieurs jours sans le savoir et sans présenter de symptômes. Elle peut ainsi transmettre le virus à de nombreuses autres personnes. Il est donc utile d'identifier les personnes qu'elle a croisées afin de maîtriser l'épidémie. Une première idée, l'idée du traçage manuel, est de remonter la chaîne des contacts récents du patient pour détecter les personnes à qui il a pu transmettre le virus afin de les dépister à leur tour. Il est prévu de faire ceci grâce aux brigades sanitaires, alias les anges gardiens, et ce à partir du 11 mai. Il est évident que la tâche sera vite très difficile si le nombre de cas est trop important. On peut alors penser à proposer, en complément du dispositif précédent, des anges gardiens numériques qui prendraient la forme d'une application hébergée sur les téléphones portables, étant entendu que cette application sera proposée sur la base du volontariat et protégera au maximum la confidentialité des données. Cette application peut utiliser plusieurs protocoles, c'est-à-dire des ensembles de règles informatiques, comme le protocole DP3T, sa déclinaison par l'alliance Google-Apple, ou encore le protocole Robert, proposé par un consortium européen emmené par INRIA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, pour l'application dite Stop Covid. Ces protocoles diffèrent par des choix techniques, mais les principes généraux en sont similaires. Je vais vous les exposer au travers de l'exemple du protocole Robert, en suivant l'histoire d'Alice, Bernard et Charles. La diapo numéro 2 montre Alice qui décide d'installer sur son smartphone une application de traçage numérique et active la fonction Bluetooth. La diapo numéro 3 montre que lors de l'installation de l'application, celle-ci reçoit plusieurs pseudonymes, ou bien une méthode pour les générer. En pratique, ces pseudonymes sont des suites aléatoires de chiffres et de lettres. Chacun ne sera utilisé par l'application que pour une durée limitée de l'ordre de quelques minutes, ceci afin de s'assurer qu'ils ne pourront pas servir à quelqu'un de malveillant à suivre Alice. Sur la diapo sont représentés deux pseudonymes, deux formes géométriques de couleur orange. La diapo numéro 4 montre Alice, Bernard et Charles, qui ne se connaissent a priori pas et se retrouvent à proximité les uns des autres dans les transports en commun. Chacun des trois smartphones exécute l'application. Nous voyons que les pseudonymes de Bernard sont bleus, ceux de Charles sont verts et ceux d'Alice sont toujours orange. Si les distances entre les trois protagonistes sont inférieures à un certain seuil, pendant un temps supérieur à un autre seuil, les deux seuils étant fixés par les autorités sanitaires, alors les smartphones enregistrent les pseudonymes de leurs voisins. Ici, celui d'Alice a enregistré celui de Bernard en bleu et celui de Charles en vert. Il en est de même des smartphones de Bernard et de Charles. La diapo numéro 5 indique qu'il est important de noter que les pseudonymes sont détectés sans utiliser la géolocalisation, uniquement grâce au Bluetooth. Ainsi, personne ne saura plus tard où se trouvaient Alice, Bernard et Charles. La diapo numéro 6 montre que quelques jours plus tard, la pauvre Alice présente les symptômes du Covid-19 et se fait tester. Il s'avère qu'elle a été contaminée depuis un certain temps déjà.
La diapo numéro 7 indique que pour aider à protéger les personnes qu'elle a pu rencontrer au cours des 2 dernières semaines, Alice accepte volontairement de partager leur pseudonyme enregistré sur son smartphone avec la base de données centrale. Ici, il n'y a que ceux de Bernard et Charles. En pratique, il peut y en avoir beaucoup plus. L'effet étant que les pseudonymes de Bernard et de Charles, stockés dans cette base de données, vont être étiquetés comme étant à risque, puisque leurs propriétaires ont côtoyé pendant un certain temps une personne qui a été diagnostiquée positive quelques jours après, et était donc à ce moment potentiellement contagieuse. Nous passons maintenant à la diapo numéro 8. L'application de Charles envoie son pseudonyme à la base de données centrale plusieurs fois par jour. Et comme ces pseudonymes y sont maintenant étiquetés potentiellement à risque, il reçoit une alerte sur son smartphone. Au cours des 2 dernières semaines, il a été en contact avec une personne contaminée par le SARS-CoV-2. Bernard reçoit la même alerte. Ils peuvent donc prendre les mesures sanitaires qui s'imposent et se faire tester. Après ce rapide exposé des principes généraux des applications de traçage numérique, je voudrais vous expliquer quelques limites de ces applications. La première est que les mesures de distance obtenues par Bluetooth ne sont pas toujours très précises. Il y a là source d'erreur potentielle. La deuxième est que les signaux Bluetooth peuvent traverser les murs et donc générer de faux contacts. La troisième est qu'il existe des possibilités de dépseudonymisation par des acteurs malveillants, c'est-à-dire qu'ils pourraient remonter éventuellement aux identités des personnes qui sont derrière les pseudonymes. Mais ceci peut être rendu très difficile par la technologie. Sur ce dernier point, il est important de dire que des atteintes à la vie privée ne pourront jamais être complètement écartées. Il faut vérifier qu'elles restent raisonnables compte tenu des gains en termes de santé publique. Je rappelle que nous utilisons quotidiennement des applications sur nos smartphones, bien plus invasives au niveau des données personnelles, comme des publicités de tiers et le traçage qui les accompagne. Je voudrais aussi insister sur ce que ces applications de traçage numérique ne sont pas. Tout d'abord, ce ne sont pas des applications de pistage. En effet, elles n'utilisent que le Bluetooth et en aucun cas les données de géolocalisation cellulaire ou GPS. En second lieu, ce ne sont pas des applications de surveillance. Elles préservent convenablement l'anonymat. Si les données du serveur sont correctement protégées et leur utilisation limitée, leur conception minimise les risques que quelqu'un, par exemple l'État, ait accès à la liste des personnes diagnostiquées ou à la liste des interactions sociales entre les personnes. La seule information qui est notifiée à un utilisateur est que son smartphone s'est trouvé dans les jours précédents à proximité du smartphone d'au moins une personne qui a depuis été diagnostiquée malade et s'est déclarée comme telle dans l'application. Enfin, ce ne sont pas des applications de délation. Dans le cas où une personne est notifiée, elle ne sait pas qui est à l'origine de la notification. Lorsque c'est elle qui est déclarée malade par l'autorité de santé, elle ne sait pas qui est notifié. Ayons bien en tête que pour tous ces anges gardiens numériques, l'utilisation des données générées par l'application est limitée exclusivement au traçage des contaminations au Covid-19. Les données sont détruites après quelques semaines dans les smartphones et sur le serveur. Par ailleurs, ce sont les utilisateurs qui choisissent d'installer l'application, d'activer le Bluetooth. Ils peuvent à tout moment désactiver le Bluetooth ou désinstaller l'application. Enfin, ce sont eux qui choisissent de se déclarer potentiellement contaminés. Je vous ai exposé les principes, les limites, les avantages et les inconvénients des applications de traçage numérique. Vous pourrez trouver plus de détails dans la fiche intitulée « Traçage numérique » qui se trouve sur le site de l'Académie des sciences. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Olivier pour toutes ces explications si éclairantes. L'avenir nous dira si cet outil a honoré les espoirs qu'il porte. Nous terminons cette session par la présentation d'Arnaud Fontanet. Arnaud est professeur à l'Institut Pasteur, où il dirige le département de santé globale. C'est pour cette raison qu'il va parler aujourd'hui de santé publique. Donc, bonjour, je suis Arnaud Fontanet, je suis chercheur à l'Institut Pasteur, professeur du CNAM, et je vais vous parler un petit peu de Covid-19 et de qu'est-ce qu'on va faire maintenant. On est à la fin de la première vague épidémique et quelles sont les options possibles pour nous tous. Alors, bon, vous avez compris, cette première phase épidémique a été marquée par des épisodes extrêmement douloureux pour les services de réanimation du Grand Est de la France, de l'Île-de-France et également des Hauts-de-France.
à la fois pour les personnels soignants et les patients qui étaient hospitalisés. On considère aujourd'hui, sur des modèles mathématiques, notamment ceux de l'équipe de Simon Kochmez à l'Institut Pasteur, que 5,7% de la population française a été immunisée à l'issue de cette première vague épidémique. C'est plus important dans le Grand Est de la France, autour de 11%, l'Île-de-France 12%, et puis il y a eu d'autres régions de France, plutôt vers l'ouest, qui ont été épargnées, comme par exemple la Bretagne. Alors ces 5,7% de population immunisée, on se rend compte, on est très loin de ce qu'il nous faudrait pour une immunité collective qui nous protégerait naturellement contre une reprise de l'épidémie. Cette immunité collective, on peut l'estimer à partir du R0, le nombre de reproductions de base, qui ici, avant le confinement, était à 3,3. Il faudrait donc que 70% de la population française soit immunisée pour que l'épidémie s'arrête d'elle-même. Alors la question, diapositive suivante, c'est et maintenant, on fait quoi? Alors comment est-ce qu'on peut essayer de deviner ce qui va se passer dans les mois à venir, puisqu'on est en train de terminer notre période de confinement? On sait qu'à la mi-mai, on va changer de modalité de suivi. Il ne s'agit pas de relâcher la pression sur le virus, mais simplement de mettre d'autres méthodes de contrôle du virus qui soient plus compatibles avec une reprise de la vie économique, de la vie sociale. Alors, pour voir un peu ce que l'avenir nous réserve, regardons déjà ce qu'on sait, par exemple, par rapport à cette question qu'on a tous en tête, est-ce que l'été va jouer un rôle? La chaleur peut-elle participer, ou l'humidité, au contrôle du virus? Si on regarde d'autres coronavirus, diapositive suivante, vous avez ici un coronavirus saisonnier type, les 4 coronavirus saisonniers qu'on connaît, qui sont responsables de manifestations respiratoires mineures. Les plus proches du SARS-CoV-2, eh bien, ce sont HKU1 et OC43. Vous voyez qu'ils sont bien, comme leur nom l'indique, des coronavirus saisonniers avec un pic en janvier ou en février, selon les coronavirus. Ça, c'est des études de cohorte de Ann Arbor, au Michigan, qui le montrent bien sur 8 années consécutives. Alors, ce qu'on sait aussi, par rapport, diapositive suivante, au coronavirus du SRAS de 2003, eh bien, c'est que l'épidémie avait eu lieu en 2003. Vous voyez sur la gauche le petit pic de Canton, suivi ensuite d'une épidémie massive dans 35 pays, mais essentiellement en Chine, puis qui s'était terminée graduellement avec des mesures de contrôle de l'épidémie extrêmement fortes, où on avait isolé les cas, fait du traçage de contact, ça de façon extrêmement rigoureuse, des restrictions de déplacement, tout était rentré dans l'ordre. C'est vrai, c'était au mois de juillet, les derniers cas à Taïwan, et certains ont dit que peut-être la température avait joué un rôle, on ne pourra jamais trancher, en tout cas les mesures de contrôle avaient été très fortes. Et ça, on sait qu'elles ont eu un impact sur l'épidémie avant même que les températures ne remontent. Pour diapositive suivante, le coronavirus du MERS, bon bah là c'est plus difficile, il n'y a pas de caractère saisonnier évident, c'est un coronavirus comme vous le savez qui circule dans les pays du Golfe, alors il y fait très chaud, après les épidémies elles sont hospitalières dans des endroits avec une climatisation qui rafraîchit l'air, mais il n'y a pas de saisonnalité en tout cas apparente, et puis vous voyez d'ailleurs en 2015, mai-juin, l'épidémie qui a eu lieu en Corée, à une période où les températures étaient tout de même assez élevées. Donc on a pas d'éléments très forts, mais on sait quand même qu'il y a des coronavirus dont certains sont assez proches, mais bon, pas tant que ça, du SARS-CoV-2 et qui ont une rythmicité saisonnière. Sur le SARS-CoV-2, il y a eu peu d'études qui ont été faites jusqu'à présent. On avait déjà montré sur le SRAS de 2003 que le coronavirus qui en était responsable eh bien, était sensible à la température et à l'humidité. Plus la température augmente, plus l'humidité augmente, moins il pousse bien. Et là, sur le SARS-CoV-2, l'équipe de Malik Peris à Hong Kong a fait un travail qui montre que là aussi, il est sensible à la température et que quand on augmente la température, eh bien, il reste viable dans l'environnement moins longtemps. Donc peut-être quand même que la température va jouer un rôle. C'est encore trop tôt pour le dire. L'autre question qui se pose, c'est est-ce qu'on va avoir d'autres vagues épidémiques, puisque on a bien vu, on a seulement 5,7% de la population immunisée, donc a priori, on devrait tout à fait être vulnérable par rapport au retour peut-être à l'automne du virus. Alors après, on a envie d'y croire, on a envie de se dire, mais finalement, est-ce qu'il va jamais revenir ce virus? Tous les pays qui aujourd'hui ont eu leur première vague ont vu les cas décroître de façon assez homogène un peu partout. Regardons ce que l'histoire nous apprend. Alors l'histoire, diapositive suivante, c'est la grippe espagnole. Vous retournez ici sur Copenhague il y a 100 ans.
Et on se rend compte qu'il y a eu 3 vagues épidémiques à Copenhague. Une première vague pendant l'été, qui d'ailleurs, sur la courbe du bas, vous le voyez pour les décès, a été très peu létale. Hein. Le taux de létalité est estimé à 0,35% seulement. La vague automnale, elle, a été plus importante et vous voyez accompagnée d'une létalité plus élevée avec un taux de létalité qui là était à 2,3%. Et puis une vague hivernale ensuite, voilà, qui s'est accompagnée aussi d'une mortalité à 1,7% pour le taux de létalité, donc quand même assez conséquente. Ce qui est intéressant, c'est que sur les 2 premières vagues, l'excès de mortalité, on l'a trouvé dans les 15-44 ans, un peu ce qu'on voit dans des virus pandémiques, que ce soit la grippe, le SRAS ou maintenant ce nouveau coronavirus. Alors plus récemment, hein, on a eu diapositive suivante, la grippe H1N1 2009, qui, vous le voyez ici, dans l'État de New York, sur des comtés différents, s'est présenté avec 2 vagues, une première qui était à cheval entre le printemps et l'été, et puis une deuxième qui est arrivée pendant l'automne, qui peuvent être d'amplitudes différentes, mais on voit bien que le virus peut repasser une deuxième fois, et c'est tout à fait logique quand on raisonne en termes d'immunité protectrice. Et puis si vous regardez diapositive suivante, le Royaume-Uni, vous trouvez là aussi la même chose. Nous avons eu au Royaume-Uni en 2009 2 vagues, une première qui a eu lieu pendant l'été, une seconde qui était à l'automne, et puis 1 an plus tard, c'était pendant l'hiver qu'est arrivée la 3e vague. Donc on voit bien sur les virus pandémiques qu'ils peuvent avoir plusieurs vagues, et puis on se rend compte aussi qu'ils ne respectent pas, lors du premier passage, hein, l'été, hein, il y a une circulation pendant l'été de ces virus. Après, on le voit bien avec la grippe H1N1 2009, hein, qui est devenue une grippe saisonnière. Sur les vagues suivantes, eh bien, la saisonnalité apparaît parce que l'immunité collective qui a été acquise entre-temps fait que l'effet bénéfique de l'été, qu'on connaît bien sur les virus de la grippe, commence à se faire sentir, mais pas nécessairement au premier été, plus à l'été suivant. Donc si ça devait s'appliquer pour ce nouveau coronavirus, ça nous amène plutôt à 2021 pour l'été qui serait un peu moins atteint. Alors maintenant, je vais terminer avec un papier de modélisation qui, à mon avis, est très important. Diapositive suivante, un peu complexe. Je ne sais pas d'ailleurs si vous pouvez bien voir sur ces diapositives, mais en tout cas, la référence y est. Hein, c'est un papier qui a été publié dans Science par l'équipe de santé publique, l'école de santé publique d'Harvard, et qui, je crois, résume bien différents scénarios possibles. Donc sur cette première diapositive, on regarde des scénarios qui consisteraient à alterner des périodes de distanciation sociale avec des périodes de relâchement, et comme ça de construire graduellement une immunité collective dans la population. Alors ça se fait à un certain coût, hein, puisque quand on relâche, le nombre de cas va augmenter, on va le voir ensemble très clairement, et puis les personnes vont finir en réanimation, mais en même temps, on arrive à construire une immunité collective. Alors, si je prends le panel du haut, vous avez ici la séquence classique. Alors, les zones qui sont grisées ou bleutées, ce sont les zones de mise en place de mesures de distanciation sociale qui, ici, ralentirait de 60% la circulation du virus. Hein. On a vu avec les estimations de l'équipe de Simon Kochmes que dans le cas du confinement qu'on a vécu là récemment, on est descendu à 85% de réduction du nombre de reproductions. Ici, on a 60%, c'est peut-être des mesures un peu moins strictes, peut-être celles vers lesquelles on se dirige, même s'il faudra être extrêmement prudent dans les semaines à venir, plus compatibles avec cette vie économique et sociale dont on a aussi besoin. Bien, vous voyez que quand on démarre donc ces périodes de distanciation sociale, la courbe donc vous avez en noir qui vous donne les nombres de cas se met à descendre. Et puis vous avez un tout petit peu décalé à droite, une courbe en rouge qui elle vous donne des cas critiques, ceux qui vont en soins intensifs. Décalé de 2-3 semaines, c'est normal, c'est le temps entre l'infection et le moment où vous allez en soins intensifs. Et vous voyez aussi que celle-là, elle décroît, et l'échelle, en fait, pour les soins intensifs, c'est celle de droite, et puis à gauche, vous avez l'échelle pour le nombre de cas. Et quand vous arrivez à un seuil assez bas, vous vous dites finalement là, on peut relâcher, donc vous relâchez, et vous voyez qu'immédiatement, on arrête donc les mesures de distanciation sociale, mais la courbe, elle remonte immédiatement. Et puis dès qu'on arrive à un certain seuil, qui ici est situé à peu près à 80% des capacités de réanimation qui sont proches de 1 pour 10 000 habitants dans cette simulation, là, vous remettez en place les mesures de distanciation sociale, vous redescendez, puis quand vous arrivez à un seuil très bas, vous lâchez, puis immédiatement ça remonte, et vous alternez ces phases de distanciation sociale avec une efficacité, je le disais, dans ce scénario de 60%, et puis des phases où vous relâchez qui, quand vous êtes arrivé très bas.
une fois de plus, le critère qui vous amène à remettre en route les mesures de distanciation sociale, c'est quand vous êtes à 80% de vos capacités en lit de réanimation, qui ici était estimé à peu près à 1 pour 10 000 habitants. Et au fur et à mesure donc, de ces alternances de distanciation sociale et de relâchement, on construit une immunité collective. C'est ce que vous voyez complètement sur la droite, avec ça grimpe jusqu'à à peu près... la barre qui est fixée ici, elle est de 50% pour l'immunité collective, parce que dans ce scénario, le R0 de base est à 2,2, donc plus faible que ce qu'on avait connu en France. Et quand même, vous voyez que on est jusqu'en 2022, et au prix de beaucoup de personnes passées en réanimation, on arrive à construire cette immunité collective. Si vous descendez d'un cran, c'est la même simulation, mais cette fois-ci, on considère que pendant l'été, il y a 40% de diminution de la circulation du virus. Donc, vous voyez que les plages où il est nécessaire de mettre en place ces mesures de distanciation sociale, elles sont plus espacées, mais que l'acquisition de l'immunité collective va être un peu plus longue. Si vous descendez encore, le panel suivant, c'est là où on a doublé les capacités de lits en réanimation. On est passé de 1 pour 10 000 à 2 pour 10 000. Donc, ça permet de laisser monter plus longtemps la courbe d'une VOCA et de patients qui passent en réanimation. Mais les règles s'appliquent toujours, cette fois-ci avec un plafond de lits de réanimation plus élevé. Vous construisez plus vite votre immunité collective. Et puis, dans le dernier panel qui est tout en bas, c'est plus de lits de réa et puis une saisonnalité qui s'applique avec une diminution de 40% de la circulation du virus pendant l'été. Donc ça, c'est un scénario où finalement on laisserait circuler le virus, puis on arrête, puis on laisse circuler, puis on arrête. Ça permet de construire une immunité collective, ça nous emmène jusqu'en 2022, mais il y a évidemment un coût important humain puisque les patients passent en réanimation. Alors le scénario suivant, c'est un scénario qui ressemble un peu plus à ce qu'on est en train de faire en France, où là on a une période unique de distanciation sociale qui là est simulée, comme vous le voyez sur les différents panels, 4, 8, 12, 20 semaines ou infini. Et puis, finalement, on se dit à un moment, on n'en peut plus, on arrête. Et puis là, l'épidémie repart et c'est les courbes de nombre de cas que vous voyez. Et les simulations qui sont proposées ici, et vous le verrez si vous regardez le papier dans le détail, laissent entendre que les mesures de distanciation sociale que vous avez prises peuvent être plus ou moins efficaces. On a 0, 20%, 40% ou 60% de réduction de la circulation du virus. Vous avez sur la droite la construction de l'immunité collective. Ce que vous ne voyez pas là, mais que vous verrez dans le papier, c'est que le seuil des impatients, enfin de lits de réanimation, où vous avez à peu près un lit de réanimation pour 10 000 personnes, il est tout de suite explosé quand on fait cette mesure. Dès que vous relâchez, immédiatement l'épidémie repart parce que pendant la période de confinement, vous n'avez pas protégé. Alors, si vous avez eu de la distanciation sociale qui était plus ou moins efficace, vous avez laissé filtrer un petit peu de patients pendant la période de distanciation sociale, mais enfin, le résultat, il est là. Dès que vous lâchez, ça reprend et vous dépassez complètement vos capacités en lit de réanimation. Donc, vous avez une épidémie absolument dramatique en termes de mortalité, qui vous permet néanmoins d'acquérir votre immunité collective quand vous avez relâché, mais alors là, le prix est énorme. Alors le dernier du bas, où finalement cette période de distanciation sociale, elle est continuée de façon infinie, c'est peut-être ce qu'on va essayer de faire en France, où on va maintenir la pression sur le virus. On avait commencé avec un confinement strict, maintenant on va passer à d'autres mesures qui auront une efficacité qu'on ne peut pas encore complètement estimer. Mais cela ne fait que repousser le problème. On n'acquiert pas d'immunité collective tant qu'on reste en confinement. Et donc, toute la question, c'est combien de temps on peut continuer avec le coût économique social du confinement. Donc, voilà, je reviens maintenant sur notre discussion. C'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, diapositive suivante. Et maintenant, on fait quoi? Eh bien, maintenant, on fait quoi? On est peut-être dans ce scénario du bas où on a des mesures de distanciation sociale qui vont maintenir la pression sur le virus. Mais entre-temps, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Diapo suivante, on recherche un traitement et un vaccin parce que c'est peut-être finalement la seule façon de s'en sortir, soit en traitant les personnes qui s'infectent. À ce moment-là, on peut relâcher les mesures de distanciation sociale parce qu'on sait qu'on aura un traitement à offrir, soit on obtient un vaccin et avec un vaccin, mais là, on est en 2021 au mieux, eh bien, on sera en mesure d'immuniser la population et donc d'acquérir cette immunité collective sans passer par des épisodes d'infection massive de la population. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je réalise que les nouvelles ne sont pas forcément très bonnes, mais je crois que ces scénarios sont peut-être ce qui s'approche le plus de la réalité à laquelle on est confronté et je voulais partager ces impressions avec vous. Je vous remercie pour votre attention. Merci Arnaud pour cette superbe présentation. Je sais, chers auditeurs, que vous aimeriez poser à Arnaud et à tous nos autres orateurs des questions sur tous ces sujets qui ont été abordés. Vous pouvez le faire par email sur le site de l'Académie. Notre session touche à sa fin. J'espère que vous avez été intéressés, que vous avez appris beaucoup de choses.
Si tel est le cas, faites-le savoir, faites connaître notre site à tous vos amis et faites parvenir cette séance à toutes vos connaissances. Bonne fin de journée et à une prochaine fois.